Teddy Mola Vanilla Teddy Mola di Giuseppe Pandabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola di Giuseppe Pandabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola di Giuseppe Pandabon. Cher Ventouse Mbala, pour la parole. C'est à la fois un honneur et un vif plaisir de vous avoir comme modérateur de cette conférence. Il est difficile de prendre la parole après un grand orateur qui est le pasteur Bruno, qui a fait un exposé à l'allure d'une prédication. Bon, c'est vrai, on a la foi. Maintenant, on va parler droit. D'abord, nous tenons à remercier les organisateurs de cette conférence, non seulement pour ces privilèges, mais aussi et surtout pour cette initiative qui permet de faire un débat ouvert sur l'actualité en République démocratique du Congo et sur l'avenir de ces pays. Ensuite, nous remercions le pasteur Bruno, qui n'est pas que pasteur, mais qui est aussi un grand défenseur de l'état des droits, d'avoir accepté de co-animer ce débat avec nous. Enfin, nous remercions chacune et chacun de vous d'être venus, non seulement pour nous écouter, mais aussi débattre ensemble avec nous. Car du choc d'idées jaillit la lumière. Mais avant de commencer mon propos, je tiens à rappeler que depuis l'indépendance du Congo jusqu'à la passation pacifique du pouvoir, la conception et l'exercice du pouvoir au Congo-Kinshasa ont fait beaucoup de victimes. Des victimes visibles comme invisibles. Plusieurs personnes ont perdu la vie car voulant tout simplement lutter pour la liberté, l'instauration de l'état de droit et la démocratie. Les mémoires de toutes ces personnes méritent notre respect et toute notre reconnaissance. Car aux grands esprits, la patrie doit sa reconnaissance. Voilà pourquoi, avec votre autorisation, je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes. Merci. L'État congolais. Depuis ces élections, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui est le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Les Congolais attendent de lui l'instauration d'un État de droit. Promet de changer les choses. Il s'est dit être résolument déterminé pour mettre les intérêts du peuple au centre de toute son action politique tout au long de ce quinquennat. Peut-on les croire? Doit-on les croire? Telle est la problématique de cette conférence débat. Le thème de cette conférence est plus qu'intéressant. Il est non seulement polémique et interrogatif, mais aussi et surtout actuel et constructif, car il permet d'analyser la problématique dans sa globalité, de construire par un débat ouvert, de s'interroger sur la réalité ou pas de cet état de droit démocratique recherché, d'éclairer par un échange
sur ce qui a été ou pas fait, ce qui est fait et ce qui doit être fait pour construire cet état de droit et une démocratie que les Congolais aspirent. Ce thème pose ainsi deux questions principales. D'une part, comment le président Félix Tshisekedi conçoit et exerce son pouvoir. Et d'autre part, sa façon de faire est-elle source d'espoir ou motif d'inquiétude ou de crainte? Ce sont les réponses à ces deux questions posées qui constitueront l'essentiel de notre exposé. Un exposé qui comprendra deux points. Dans le premier point, nous parlerons d'une conception du pouvoir du président Félix Tshisekedi, plaçant l'homme avec H majuscule, au centre de toute son action présidentielle, ce qui est une source d'espoir. Le deuxième point, quant à lui, examinera l'exercice de la fonction présidentielle par le président Félix Tshisekedi face à la réalité d'une coalition inédite, fondée sur la prudence et la méfiance réciproque, motif légitime d'une crainte. Au terme de la constitution congolaise actuelle, reprenant l'essentiel des constitutions précédentes, la République démocratique du Congo est définie comme un état de droit et une démocratie. Mais cet état de droit démocratique consacré dans les textes constitutionnels avait toujours été contredit par la conception et l'exercice autoritaire du pouvoir que le Congo a connu depuis plusieurs années. S'il est vrai que la démocratie est une conception politique de l'état de droit, et l'état de droit comme une conception juridique de la démocratie, on peut dire que le Congo-Kinshasa a toujours fait le choix de l'état de droit et de la démocratie comme fondement de la République. Mais ce choix de la démocratie s'est toujours heurté à la présence des hommes forts au sommet de l'État. Des monarques qui décidaient de tout, contrôlaient tout et concentraient tous les pouvoirs étatiques dans leurs mains, empêchant ainsi tout épanouissement démocratique aux Congolais. Et pourtant, au terme de l'article 5 de la même Constitution, il est clairement affirmé que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir vient du peuple, qu'il exerce directement par voie d'élection et indirectement par référendum. La suprématie de la Constitution a toujours été mise à l'épreuve des hommes forts à la tête des institutions faibles. La République, comme la chose de tous, a toujours été considérée par les gouvernants comme un fief personnel et un bien privé n'appartenant qu'au seul chef de l'État, héritant et perpétuant ainsi la conception que Léopold II se faisait de l'État indépendant du Congo. Le pouvoir censé venir du peuple n'avait comme source fondamentale que la seule unique volonté du chef de l'État. Toutes les institutions étatiques étaient ainsi dépendantes de la seule volonté présidentielle. La séparation des pouvoirs consacrée dans les textes constitutionnels n'était qu'une simple illusion. Avec une justice totalement soumise et dépendante, un parlement aux ordres et amnésiques, les pouvoirs présidentiels s'exerçaient au Congo-Kinshasa sans aucun contre-pouvoir institutionnel réel. Ainsi, les institutions dites d'après la démocratie ne pouvaient fonctionner en toute indépendance car en permanence inféodées et ne dépendant que de la volonté du prince. De ce point de vue, les changements ou l'alternance pacifique intervenue à la tête du pays en janvier 2019 n'est que l'aboutissement du combat de longue date mené par le peuple congolais.
Cette première alternance pacifique du pouvoir au sommet de l'État marque non seulement un tournant, mais ouvre une nouvelle page politique qui doit réaffirmer et reconnaître en pratique cette souveraineté du peuple consacrée dans les textes constitutionnels. Saisir la conception que le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, fait de son pouvoir, il est important de distinguer la situation avant son arrivée à la tête du pays et ce qui se passe depuis qu'il est chef de l'État. La démocratie proclamée dans les textes constitutionnels n'était qu'une théorie qui servait de décor à un pouvoir personnel. Le pouvoir présidentiel ne se concevait que comme un pouvoir clos, c'est-à-dire un bonnet qui ne se portait que sur une seule tête. Ainsi, désigné démocratiquement par les deux chambres du Parlement en juin 1960, Joseph Kasavubu comme premier président congolais a été écarté du pouvoir par les coups d'État militaires de Joseph Désiré Mobutu. Mobutu lui-même a été chassé 32 ans après par les armes de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila assassiné, son fils Joseph Kabila a hérité le pouvoir présidentiel alors que le Congo est une république. Il a gardé ses pouvoirs pendant 18 ans dans les conditions que tout le monde connaît. De 2016 à 2018, il est même allé au-delà de son mandat constitutionnel. Mais pourquoi la conception du pouvoir du président Félix Tshisekedi doit être considérée comme une source d'espoir? Lors de son discours d'investiture, le nouveau président avait non seulement pris l'engagement de bâtir un grand pays, mais aussi de mettre le peuple congolais au centre de sa vision. C'est-à-dire faire du peuple le fondement et l'essence même de sa vision politique. Une conception du pouvoir qui renvoie à la définition qu'Abraham Lincoln avait donnée à la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La volonté politique affichée par le président Tshisekedi pour faire du changement une réalité constitue une source d'espoir. L'espoir d'un Congo nouveau, l'espoir d'une bonne gouvernance, l'espoir de la fin de l'impunité, l'espoir d'une justice juste et la même pour tous, bref, l'espoir de l'instauration d'un état de droit démocratique. Un changement qui doit logiquement être l'affaire de tous, car le président seul ne peut tout changer. Il donne des orientations et pose un cadre, nécessitant une adhésion collective et un engagement de chacun. Cette vision politique qui s'inscrit dans le changement des mentalités et la prise de conscience collective doit se construire, car la démocratie et l'état de droit ne se décrètent pas, mais se construisent. Il s'agit d'une construction et d'une vision collective. C'est cette construction collective qui va renforcer davantage cet espoir en mettant l'intérêt général au-dessus de tout intérêt personnel. Cette vision politique mettant les intérêts du peuple congolais au-dessus de tout suscite un espoir et mérite d'être encouragé. Un soutien qui n'écarte pas toute critique, car on doit accepter les bonnes choses et critiquer les mauvaises, ou ce qui ne marche pas. En démocratie, l'unanimité n'existe pas, et les critiques sont permises, voire normales. D'où le rôle de l'opposition. On ne doit pas écraser la minorité, mais plutôt la considérer, la respecter et tenir compte de ses avis. La démocratie se construit dans les débats et non dans l'unanimité aveugle ou fanatique. Il est difficile de concevoir une démocratie sans opposition ou sans pluralité de pensée. Avoir un avis contraire ne doit pas être considéré comme un crime, mais seul l'intérêt général doit primer. Le pluralisme politique garanti dans la Constitution doit être un moyen qui permet au peuple d'être éclairé et non pas une garantie pour les manipuler.
L'opposition doit être un contre-pouvoir contre toutes les dérives possibles du pouvoir présidentiel. Le changement prôné par le président Tshisekedi doit ainsi demeurer une réalité palpable tout au long de ces quinquennats. C'est un pari assumé et non pas risqué. Le président sera jugé à la fin de son mandat, un mandat qui n'est pas de 8 mois, mais qui est de 5 ans. Cet espoir a été davantage renforcé par quelques signaux ou actes posés par le nouveau président. Il s'agit notamment de la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, de la fermeture de tous les lieux de détention où les opposants étaient en permanence torturés et gardés, du retour au pays des opposants politiques qui étaient menacés de persécution en cas de retour. L'accès aux médias des opposants, notamment à la radio-télévision nationale, de la libre circulation des opposants sur l'étendue de la République, rendant ainsi effective la liberté d'expression, de la mise en place effective de la gratuité de l'enseignement, de la présence de 17% des femmes dans le gouvernement central, ce qui est une première en République démocratique du Congo, du lancement de plusieurs chantiers presque partout avec le programme de 100 jours pour répondre aux urgences comme un début de solution. Avec toutes ces mesures et toutes ces réalisations, on peut dire que le président Tshisekedi conçoit son pouvoir comme un service à rendre à ses concitoyens et non un service à se rendre soi-même. Il y a de ce point de vue lieu d'espérer qu'un Congo meilleur est possible. Mais, s'il est vrai que cette conception du changement affichée par le président congolais, avec sa vision du peuple d'abord, suscite un élan d'espoir justifié, il est aussi vrai que le fondement apparemment fragile de la coalition FCC-Cash, qui ont mis en lumière une méfiance réciproque au sein de la coalition, provoque une crainte légitime. Au terme de la Constitution, précisément son article 90, la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. C'est le Front commun pour le Congo, FCC, du président sortant, qui a obtenu cette majorité au sein du Parlement. Devant cette réalité, c'est-à-dire la situation d'une majorité parlementaire détenue par le FCC, le nouveau président n'avait juridiquement que deux choix. Soit de diriger le pays sous une cohabitation, c'est-à-dire avec un gouvernement formé seulement que par les membres du FCC, tel que ce que la France a connu sous Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Balladur et Chirac-Jospin. Une situation de confrontation permanente limitant chaque institution dans ses pouvoirs constitutionnels. Deuxième possibilité, de diriger le pays sous une coalition, c'est-à-dire un gouvernement formé par le FCC et les Cash. Voire de loin dit-on. Mais cette coalition entre deux forces qui se sont affrontées, parfois brutalement pour la conquête du pouvoir, avec des visions politiques totalement opposées. D'une part, le FCC qui a dirigé le pays pendant 18 ans et qui est considéré comme responsable de la situation au pays. Et d'autre part, les Cash qui viennent de l'opposition et qui promet de changer les choses et surtout de faire tout ce que le FCC n'a pas fait pour améliorer la situation des Congolais, forment une coalition qui est apparue inédite pour certains et contre nature pour d'autres. S'il est vrai que considéré sous l'angle de la recherche de la cohésion nationale et de la paix, on peut légitimement se demander si cette crainte est justifiée, ou il s'agit tout simplement d'une inquiétude prématurée, notamment l'absence de toute crédibilité de la politique, de la parole politique des principaux acteurs. De même, on peut également s'interroger si choisir la cohabitation, c'est-à-dire la confrontation permanente, allait être un choix logique et responsable pour les chefs de l'État. Sachant que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation
bien que défini en concertation avec lui. Quel était alors, ou quel est logiquement le moindre mal? Il est vrai que l'idée d'une coalition paraît répondre à une logique politique de construire la paix et la stabilité des institutions. Mais on constate que le fondement de cette coalition, formée pour donner une majorité au chef de l'État, sincérité entre les acteurs, ce qui ne garantit pas une longue survie ou une réelle stabilité. Abandonner des anciennes pratiques, à savoir la corruption, l'absence de justice, les trafics d'influence et autres qui risqueraient de s'ériger en blocage sur la voie du changement prôné par les nouveaux présidents. Peut-on construire du nouveau avec du vieux? Cette question se pose. Je me la pose, certains d'entre vous se la posent aussi. C'est parfois difficile, mais pas impossible. Tout est fonction de la capacité et de la vigilance du chef de l'État lui-même. Il ne doit pas avoir une main qui tremble quand il faudra prendre des décisions importantes, surtout celles qui placent l'intérêt général au-dessus de tout. C'est vrai, le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et symbolise l'unité nationale. Il assure par son arbitrage le bon fonctionnement des services publics et des institutions. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Mais c'est aussi vrai que sans réelle cohésion au sein du gouvernement, la vision et la volonté politique affichées par les chefs de l'État risquent de souffrir et d'être en difficulté. Cela n'est pas un souhait, mais une possibilité parmi tant d'autres. La Constitution congolaise consacre le régime de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, c'est-à-dire le régime parlementaire. Dans ce régime parlementaire congolais, le président de la République dispose plus de pouvoirs partagés ou conditionnés que de pouvoirs propres ou autonomes. On entendra par pouvoir propre ce qui n'exige pas le contre-seing de l'acte du président par un autre organe. Le président agit en toute autonomie. Alors que les pouvoirs partagés, l'acte posé par le président doit obligatoirement être contresigné par un autre organe. S'il est vrai qu'avec un tel régime politique, les choses sont faciles quand le président de la République est du même bord politique que la majorité parlementaire, il est aussi vrai que quand le président est du camp politique opposé, son action peut paraître restreinte et totalement réduite. D'où l'intérêt d'une coalition sincère et disciplinée derrière le chef de l'État, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui avec les attitudes affichées par les uns et les autres. En faisant le choix d'une coalition, le président Tshisekedi a peut-être fait le choix de la sagesse, évitant ainsi la preuve d'une cohabitation qui avait conduit à une triste cacophonie entre le président Kasavubu et Patrice Emery Lumumba. Kasavubu qui révoque Lumumba et Lumumba qui réagit en destituant Kasavubu. Une expérience qui ne peut être souhaitée au pays dans les contextes actuels. Avoir un président sans majorité au Parlement n'est pas synonyme d'une absence de légitimité. Le président tire sa légitimité du peuple, une légitimité qu'il renforce par son action politique. Les tractations sur la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement ont clairement démontré qu'au-delà de toute prudence raisonnable en politique, une méfiance réciproque règne au sein de cette coalition FCC-CACH. Alors qu'elle est censée soutenir la vision politique du chef de l'État, qui n'est autre que Félix Tshisekedi. Au caprice des uns s'affiche le réalisme des autres. Les interférences supposées ou réelles de l'autorité morale du FCC nourrissent davantage cette crainte. D'aucuns s'interrogent même sur le rôle exact dans le fonctionnement des institutions actuelles de l'ancien président. L'article 68 de la Constitution consacre seulement 4 institutions de la République. Il s'agit du président de la République, qui est Félix Tshisekedi, du Parlement, du gouvernement
et des cours et tribunaux. La Constitution ne parle pas de l'autorité morale ou de l'ancien président de la République comme une institution. Son statut juridique est bien aménagé dans l'article 104 de la même Constitution, qui fait de lui un sénateur à vie, car considéré comme ancien président élu. Donc, l'autorité morale du FCC n'est pas une institution supplémentaire de la République ou un président bis, mais un ancien président dont plusieurs partis politiques se regroupent sous son leadership. Mais comme autorité morale d'une force alliée qui détient la majorité au Parlement, un dialogue permanent s'impose de facto comme une évidence avec le nouveau président. La cohésion au sein de cette équipe gouvernementale métissée nourrit encore davantage de craintes, car la discipline et l'éthique ont toujours fait défaut dans les comportements des hommes politiques congolais. Il ne faudra pas qu'à ce climat de méfiance s'ajoute une rébellion des hommes au sein d'une même équipe gouvernementale, ce qui ouvrirait la voie à une crise et mettrait en difficulté l'ambition du changement affichée par le président Tshisekedi. De tout ce qui précède, et compte tenu de la volonté politique affichée par le président Tshisekedi, c'est de faire du changement une réalité vécue et non un simple slogan pour se donner bonne conscience, il y a lieu d'espérer. L'espoir est donc permis. Mais cet optimisme ne vaut pas un chèque en blanc ou n'écarte pas toute crainte raisonnable qui peut naître de l'absence des résultats attendus ou du manque de sincérité constaté au sein de cette coalition. De ce point de vue, ceux qui ont une crainte n'ont pas totalement tort, car se fondant sur les promesses non tenues du pouvoir sortant, à savoir les 5 chantiers de triste mémoire. Il revient maintenant au président Tshisekedi de s'assumer pleinement, d'être ferme et vigilant. Entre l'espoir justifié et la crainte légitime, l'espoir doit l'emporter, car le contraire risquerait de donner raison aux prophètes de malheur. Le président doit avoir des actions à impact visible et palpable, telles que la gratuité de l'enseignement de base et quelques réalisations accomplies à ce jour. Tout n'est jamais garanti en politique. La vie est faite d'espoir et d'inquiétude. On a raison d'espérer un avenir meilleur, mais on n'a pas aussi tort de s'inquiéter, car la nature humaine est faite non seulement de la patience, mais aussi de l'impatience. L'état de droit qu'il veut construire doit être celui dans lequel la loi est la même pour tous et les droits de l'homme respectés. Un état dans lequel la justice est indépendante et la même pour tous, tant pour les gouvernants que pour les gouvernés. L'état dans lequel la Constitution ne doit plus être un vulgaire chiffon que l'on doit utiliser selon la météo du jour, mais une loi fondamentale qui s'impose à tous. Un état dans lequel les élections sont libres, transparentes, crédibles et surtout à intervalles réguliers. La politique ne doit pas être là pour mentir ou un moyen pour se servir, mais plutôt un service à rendre aux citoyens pour leur bien-être. Le Congo ne doit pas être un pays potentiellement riche avec un peuple le plus pauvre. Les richesses du pays doivent profiter à tous et non seulement à une petite catégorie. C'est ce que le peuple congolais a besoin et attend du président Tshisekedi, car en politique, seules les réalisations comptent et parlent. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a tous suivi les deux orateurs et de manière tout à fait ramassée et succincte. Nous retiendrons ceci de la part du pasteur Bruno. Le pasteur Bruno nous dit « La conception du pouvoir des Fachi doit être comprise à partir de celle de ses prédécesseurs. » Et il a expliqué comment les prédécesseurs de Fachi,
président Félix Tshisekedi, ont pu se comporter carrément. Aujourd'hui, le président Fachi est en train de rétablir les liens brisés entre autorité et l'Église. Quant au docteur Moulumba nous dit, en fin de compte, conception, exercice du pouvoir, espoir ou crainte, il conclut en disant, tout compte fait, l'espoir est de mise. Dans le déplaise, nous allons procéder à des questions. Nous allons prendre 4 personnes à la fois. Vous désignerez la personne à laquelle votre question est destinée. Et après, ils vont répondre. On prend d'abord les 4 premiers. Les 2 là, ils ont levé les mains avant. Madame. Teddy Mola.